Voilà. Et puis revenir sur la relativité du temps. Bon, alors si rapidement je résume ce qu'on a déjà abordé, on a vu qu'on arrivait face à une sorte d'incompréhension au niveau de la physique entre la physique du mouvement des objets et la physique de l'explication des ondes, et notamment des ondes électromagnétiques. On arrive face à quelque chose de bizarre, c'est que si on imagine envoyer de la lumière depuis un vaisseau spatial, on pourrait imaginer que cette lumière, comme elle bénéficie de l'élan du vaisseau, elle voyage plus vite que la vitesse de la lumière traditionnelle. Parce que on additionne la vitesse de la lumière, celle à laquelle elle part, plus la vitesse du véhicule qui a envoyé cette lumière. En fait, ça marche pas, ça. Donc on est arrivé à la conclusion au bout de cette étude d'activité, c'est que la lumière, la vitesse de la lumière avance toujours à la même vitesse par rapport à n'importe quel référentiel. Ça, c'est le postulat d'Einstein qu'il faut bien avoir en tête. Il a énoncé la chose suivante. La lumière dans le vide se déplace à la même vitesse pour n'importe quel observateur. Quel que soit l'observateur, quand il voit passer de la lumière devant lui, c'est à cette vitesse-là dans le vide qu'elle voyage. Alors, l'activité 2 portait sur les conséquences de ce postulat. Donc je vais détailler un petit peu les choses, vous montrer de l'animation et expliquer les relations, le détail du calcul mathématique permettant à arriver à un calcul de durée différente suivant le point de vue duquel on observe un événement. Donc en 1687, Newton a publié les principes mathématiques de la philosophie naturelle. C'est un ouvrage hyper important qui exposait sa théorie de la mécanique. La mécanique de Newton, jusqu'à la fin du 19e siècle, était une référence. Il est encore super connu, Newton, pour son histoire de la pomme qui tombe, la lune qui tourne autour de la Terre, en fait, est comme une pomme qui tombe, sans jamais atteindre la Terre. Et voici comment, en quelques lignes, Newton traitait la question de la mesure des durées. Donc, Newton n'a pas vraiment travailler sur la notion du temps. Pour lui, le temps, comme pour nous d'ailleurs, nous on est comme Newton, nous le temps pour nous c'est quelque chose qui est universel pour tout le monde, c'est la même chose, quoi. Sans relation à rien d'extérieur, le temps absolu, vrai, mathématique s'écoule uniformément et s'appelle la durée. Alors qu'est-ce que ça veut dire cette phrase-là? Ça veut dire que quel que soit, pour lui, Newton, quel que soit l'endroit où je me situe, quelle que soit la personne que je suis, quelle que soit la vitesse à laquelle je vais, de toute façon le temps c'est quelque chose d'absolu, ça s'écoule de la même manière pour tout le monde. Et nous l'avons vu dans l'activité précédente, Einstein a postulé en 1905 que la vitesse de la lumière était indépendante du référentiel considéré. C'est-à-dire que la vitesse de la lumière, elle voyage, la vitesse voyage à la même vitesse, quelles que soient les circonstances dans lesquelles j'ai envoyé cette lumière. On va voir dans cette activité que ce postulat conduit à redéfinir la notion de durée. C'est-à-dire que la durée sera pas absolue, le temps n'est pas le même pour tout le monde. Alors c'est bizarre, c'est très bizarre ça, mais pourtant c'est une réalité, ça a été vérifié expérimentalement. Alors d'abord, il faut imaginer Einstein, si je fais un petit résumé de sa vie, il a mené, c'était plutôt un chercheur technicien, il s'occupait de vérifier des thèses et des productions d'autres scientifiques renommés, il relisait, il vérifiait les choses, donc c'était un relecteur, quoi. Mais parallèlement, c'était quand même un petit génie dans son coin, il menait des recherches dans son coin, il n'avait pas forcément beaucoup d'outils, beaucoup de moyens, donc il a fait énormément de recherches, mais d'expériences de pensée en fait, dans sa tête. Donc Einstein, c'était vraiment ce qu'on appelle un théoricien, c'est-à-dire qu'il faisait pas vraiment d'expérience, mais il imaginait des choses. Et du coup, il imaginait des expériences de pensée. Et pour illustrer ses propos, il a imaginé cette expérience de pensée qui est assez célèbre, l'expérience du train avec de la lumière, un miroir, etc. On va en parler.
Il s'agit d'expériences imaginaires parfaitement irréalisables, mais dont il est facile de deviner le résultat. On envisage l'expérience de pensée suivante. Un véhicule non identifié, donc un train par exemple, avance à la vitesse V par rapport au sol. Donc le train, il est dans ce carré là. Il avance à la vitesse V par rapport au sol qui, lui, est en bas. Ça, c'est le sol. Et puis là-haut, j'ai le train. Et puis, j'ai un personnage, une première personne, qui est dans le train. Et cette personne, on va l'appeler mobile. Donc, c'est un expérimentateur mobile qui est dans le train et qui va mener une expérience à l'intérieur de son référentiel train, donc dans le train. Il a placé une source de lumière et à sa verticale un miroir à une hauteur h. Donc j'ai la source de lumière ici, la lumière, et un miroir qui est là-haut. Et avec cette source, il envoie de la lumière qui se reflète ensuite dans le miroir et qui revient ici. Donc il allume la source et il chronomètre le temps. Donc c'est une expérience de pensée. Ça prend tellement peu de temps qu'on ne peut pas le chronométrer à la main. Il chronomètre le temps qu'a mis la lumière pour effectuer un aller-retour entre le bas et de nouveau le bas, c'est-à-dire l'aller-retour en rebondissant sur le miroir. On considère un aller-retour de la lumière. On suppose que la lumière dans l'air comme dans le vide se propage à la célérité c constante. Et la première question, c'était exprimer la durée delta t de ce parcours en fonction de la célérité c de la lumière et de la hauteur h. Donc là, ce petit personnage-là, il utilise un chronomètre qu'il a dans sa main, j'en sais rien. Donc un chronomètre que je peux illustrer comme ça, et il va chronométrer une durée qu'on va appeler sa durée propre, delta t. C'est-à-dire qu'il l'a mesurée dans le référentiel qui bouge, dans le train. Donc on est dans le train, quand on est dans le train, on fait comme si on voyait pas que ça avançait, hein. On voit juste la lumière monter à la verticale et redescendre. Et il faut exprimer cette durée delta t en fonction de la hauteur h et de la célérité c. Ça avance à la vitesse c ici. Et ça parcourt la hauteur h, mais 2 fois en aller-retour. Donc étant donné que ça fait un aller-retour, la lumière elle a parcouru la distance de h, puisqu'elle monte de h et puis elle redescend de h. Et elle a parcouru tout ça à une vitesse qui est la célérité c. Donc j'ai une expression toute simple entre les deux, c'est que la durée, ça va être la distance divisée par la vitesse. Donc la durée, ça va être la distance de h divisée par la célérité c. Voilà, une première expression, première formule qu'on peut noter numéro 1, qui nous sera utile par la suite. Jusqu'ici, il n'y a rien de compliqué. La lumière a fait l'aller-retour, donc 2 fois h, à la vitesse c, donc le temps que ça a pris, c'est 2h sur c. Est-ce que ça va pour tout le monde, ça? Je vais aller doucement, hein, parce que c'est pas quelque chose de facile. Hein. Bonjour à tous ceux que j'ai pas vus. Hein. Donc, vous êtes accrochés, c'est bon, vous avez compris cette première partie, parfait. Donc, ok. Donc voilà ce qui s'est passé. Hein. Là, on l'a dans le wagon, la durée qui sépare deux réflexions. La durée qui sépare deux réflexions. Alors là, ils ont mis 2 miroirs, hein, mais la durée qui sépare 2 réflexions, ils n'ont pas mis H, mais L, c'est 2L sur C. Maintenant, si je regarde le même événement, mais depuis l'extérieur du train, donc depuis le quai par exemple, le train, il avance pendant que la lumière fait son aller-retour entre les 2 miroirs. Donc si le train avance, depuis l'extérieur, ce que je vois faire de la lumière, c'est ça. La lumière, je la vois pas faire un aller-retour à la verticale. Donc ça, c'était Mobile hein, qui faisait son expérience ici. Là. Lui, il regardait la lumière faire ça. Et un observateur extérieur, à l'extérieur depuis le quai, il va voir faire ça par la lumière. Alors j'ai entendu peut-être une remarque de quelqu'un, je vais aller voir. Alors bonjour Quentin. Donc je reviens à cette histoire. La lumière a fait, pour quelqu'un qui est sur le quai, qui est sur l'extérieur du train, la lumière a fait ce parcours-là. Donc on voit intuitivement qu'elle a fait une distance, elle a parcouru une distance qui est plus longue quand je le regarde depuis l'extérieur que quand je regarde ça depuis le train.
Depuis le 30, elle a fait 2 fois la hauteur h, la lumière, alors que là, elle a fait manifestement plus, parce que c'est penché. Donc elle a parcouru une distance plus grande, la lumière, là, quand je regarde ça de l'extérieur. Or, qu'est-ce qu'a dit Einstein? C'est que la vitesse de la lumière, c'est la même, ici et ici. Donc déjà, sans faire de calcul, on peut dire que si la vitesse est la même, et que la distance parcourue, ici, elle est plus longue, ça veut dire que ça a pris plus de temps, puisqu'on l'a parcouru à la même vitesse. Hein, pour faire plus simple, dans cette situation-là, vu d'ici, bah, ça a parcouru, je sais pas moi, une distance de 100 mètres, à une vitesse de 10 km/h, j'en sais rien. Et bah ici, ça a parcouru à la même vitesse, 10 km/h, mais 102 mètres, donc ça prend plus de temps. Ça veut dire que lui, l'événement, il va le mesurer, on va mettre un prime, il va mesurer une durée différente depuis son point de vue, qu'on appellera la durée mesurée. On la mettra avec un prime ou un petit m parfois. Donc il s'agit de trouver les relations qu'on pourrait avoir entre delta t, la durée mesurée depuis le train, et ici, pour un personnage qu'on appelle fixe, hein, l'observateur extérieur, qui lui-même a un chronomètre dans la main, qui va regarder le même événement, mais depuis son point de vue à lui, et il va mesurer une durée qu'on appellera delta t', qui sera différente. Donc on admet le postulat d'Einstein, expliquer sans faire de calcul pourquoi ce postulat implique que la durée du parcours mesurée par fixe ici est supérieure à la durée mesurée par mobile, c'est-à-dire le delta t qu'on avait calculé précédemment. Ah, je viens de le dire oralement, hein, la lumière a parcouru depuis ce point de vue une distance plus grande, mais à la même vitesse. Donc si je vais plus loin à la même vitesse, ça me prend plus de temps. Alors, je l'ai fait en animation ici, hein, pour bien comprendre, mais vous l'avez vu sur l'animation précédente. Hein. Si je fais cet aller-retour en avançant, bah, je vois cette trajectoire-là. Donc, dans les deux référentiels, la célérité de la lumière est c, c'est la même. Hein. Pourtant, dans l'expérience observée par fixe ici, depuis l'extérieur, la lumière parcourt un trajet plus long que celui qui était observé par mobile. Donc, le trajet ici, il est plus long que là. Donc nécessairement, l'expérience dure plus longtemps, puisque ça va à la même vitesse. L'expérience dure plus longtemps pour l'observateur au sol que pour celui qui est dans le train, dans l'avion, enfin dans le truc qui bouge, quoi. Ça va pour tout le monde là, pour l'instant? Ok. Donc c'est maintenant on va faire les mathématiques pour arriver au calcul de ces différences de durée. Alors, on va maintenant relier entre elles les durées mesurées par chacun des deux observateurs. On va noter D'. Alors, c'est pas parce que c'est déprimant, hein, c'est parce que prime, c'est vu par fixe, hein, comme la durée prime. D', ça sera la distance observée par fixe. Donc, c'est la distance que la lumière a parcouru vue par fixe. Et il va falloir chercher à exprimer D' au carré en fonction de H, V, delta t' d'abord, puis ensuite en fonction de C, V, delta t et delta t'. Alors c'est pas facile ça. Donc dans un premier temps, alors faut essayer de replacer les différents paramètres sur cette situation. Si D' c'est la distance parcourue observée par fixe, bah ici j'ai la moitié de D', là j'ai D' sur 2, ce premier trait là qui va de là à là-haut, et puis là j'ai de nouveau D' sur 2, puisque le total des deux, ça fait D'. Qu'est-ce que je peux dessiner? Je peux dessiner ici, je le ferai au propre tout à l'heure, mais la hauteur, ici, en imaginant la position intermédiaire du miroir, enfin de la source ici. Donc cette hauteur-là, que j'ai dessinée en pointillé, c'est H, en fait, puisque c'est la hauteur qui sépare le sol du train ou de l'avion du miroir au plafond. Et je vois se dessiner un triangle rectangle, ici en pointillé, et puis D' sur 2, c'est l'hypoténuse. Donc j'ai un triangle rectangle qui sera rectangle ici. Alors, pour l'observateur placé au sol, le trajet de la lumière à l'allure suivante, hein, c'est ce que je viens de faire, donc c'est cette allure-là. Horizontalement, le faisceau a parcouru... Alors,
ce qu'on veut chercher, c'est déterminer la distance horizontale parcourue ici, qui sera 2 fois cette petite distance du triangle rectangle. Alors je vais effacer juste ça. Voilà, je vais effacer un petit peu mes annotations. Donc le but, dans un premier temps, c'est de déterminer cette distance-là. Et puis après, on cherchera à appliquer Pythagore dans le triangle rectangle pour trouver une expression entre d' au carré et puis le reste. Donc d'abord, quelle est cette distance parcourue ici à l'horizontale? En fait, c'est la distance parcourue par le train ou l'avion, ça, hein, pendant la durée delta t'. Donc horizontalement, le faisceau a parcouru la distance effectuée par le véhicule pendant la durée delta t'. Donc cette distance qui est ici, là, horizontale, c'est ce qu'a parcouru le train pendant la durée delta t'. Donc c'est v fois delta t'. Cette distance qui est ici, c'est v fois delta t'. V, c'est la vitesse du train, et delta t', c'est la durée que ça a pris depuis l'observateur qui était fixe, c'est-à-dire celui qui est ici, celui qui regarde l'événement ici, depuis le sol, et qui a chronométré avec son petit chronomètre dans sa main, si c'était possible, la durée qu'il a observé lui, c'est-à-dire delta t'. Comme ça va à la vitesse v et que ça a duré delta t', bah, la distance c'est v fois delta t' ici. Ce qui signifie que ce petit morceau de triangle rectangle, bah, c'est v fois delta t' sur 2. Alors je vais effacer les annotations parce que sinon on va rien voir ici. Tac. Hop. Ok. Donc, par le théorème de Pythagore, on va pouvoir exprimer l'hypoténuse au carré. Vous savez que l'hypoténuse au carré, c'est la somme du carré de l'hypoténuse, c'est la somme des deux carrés des côtés. Alors, ce côté-là, c'est v fois delta t' sur 2, et celui-là, c'est h. Donc, on va avoir d' sur 2 au carré, donc c'est l'hypoténuse ici, qui est égal à ce côté-là au carré, donc h au carré, plus ce petit côté-là qui vaut v delta t' sur 2 au carré. Est-ce que ça va là? Ouais. Ok. Bon, à ce stade-là, j'ai répondu à la première partie de la question puisque j'ai trouvé une expression entre d' carré, h, v et delta t'. J'ai que ces paramètres-là. Maintenant, il faut que je trouve une expression, il faut que j'élimine h de cette expression-là et que je puisse exprimer en fonction de cette fois la durée delta t qui était mesurée depuis le train ou l'avion. Alors, j'ai essayé, puisque je veux d' carré, je vais le 2 qui est en dessous, qui est au carré, hein, qui est normalement un 4, je vais le faire passer de l'autre côté. Alors, normalement, hein, si je garde les parenthèses avec le carré ici, en dessous, je me retrouve avec un 4. Et ce 4, si je veux le faire passer de l'autre côté, il va multiplier chacun des termes, ici et ici, par 4. Donc, je vais avoir 4H2, et je vais avoir 4 fois tout ce facteur-là. Sauf que, de la même manière, si je garde la parenthèse juste en haut, avec le carré en haut, en dessous, je vais avoir 4. Parce que le carré, c'était pour ce qu'il y avait en haut et c'est pour ce qu'il y avait en bas. Donc si je multiplie par 4 H2 et par 4 toute cette parenthèse, je vais avoir 4 en haut divisé par 4, ils vont s'annuler. Je me retrouve donc avec cette expression numéro 2. 2 ou 3, enfin je sais plus comment on l'appelle. Maintenant, si je reprends l'expression de la question précédente, je vais éliminer le h. Regardez ici ce que j'avais comme... c'était ici. Ici, j'ai h qui figure, et je peux donc exprimer h en fonction de delta t et c.
Donc en utilisant cette relation, je vais pouvoir exprimer h et l'intégrer dans la relation 2 que j'ai obtenue ici. Donc d'après la question 1, on avait dit que delta t est égal à 2h sur c. Moi je veux éliminer h. Donc de cette expression-là, je vais tirer h. Alors le c qui est en bas, il change de terme, il passe en haut. Le 2 qui est en haut, il change de côté, il passe en bas. On retrouve donc avec h égale c fois delta t sur 2. Et je vais le remplacer dans l'expression qui est ici. Donc allons-y. Donc j'ai remis les choses un petit peu au propre ici. Je remplace le h2 par c fois delta t sur 2, le tout au carré. Donc je l'ai mis ici. Ça c'était le h qui était là, que j'ai remplacé par cette expression-là. Il me reste à simplifier un peu les choses. J'ai 4 ici, et tout ça c'est au carré. Et donc le 2 qui est en dessous, il est au carré, ça va faire 4. Ça va m'annuler les 4. Donc globalement, je vais me retrouver avec cette expression-là, que je vais numéroter 3. Donc la distance d' parcourue par la lumière vue depuis le quai, cette distance au carré, c'est la célérité au carré fois la durée mesurée depuis le train au carré, plus la vitesse du train au carré, fois la durée mesurée depuis le quai au carré. Je sais, ça paraît compliqué de considérer deux durées différentes, mais il faut essayer d'avoir les idées claires. Maintenant, on va combiner les résultats de 1 et de 3 pour établir cette relation-là. Cette relation-là, ça va être une relation qui est G entre ces deux durées. En gros, je veux éliminer D'. Alors, qu'est-ce que je peux dire de cette distance D' parcourue par la lumière? Je rappelle que D', c'est cette distance-là qui faisait le triangle. Ça, c'est D' au total. Maintenant, je peux me dire qu'en fait, ça a parcouru, c'est la lumière qui était à la vitesse C. Et combien de temps ça lui a pris pour parcourir ce triangle-là? Ça lui a pris une durée delta T', puisque c'était celle vue depuis l'observateur fixe. Donc, ça signifie que toute cette distance parcourue, je la calcule en faisant vitesse fois durée. Donc C fois delta T', ça correspond à D', c'est la distance parcourue. Donc la distance D' parcourue par la lumière, vue depuis la Terre, ou depuis le sol, c'est C, la vitesse de la lumière, fois la durée vue depuis la Terre. C fois delta T'. Donc C fois delta T', je peux le remplacer ici dans cette expression. Et puis après, je vais manipuler toute ma formule pour tomber sur ce qui est entouré ici. Alors, je vais effacer un peu de 3 petites choses là. Donc, j'efface mon petit dessin ici. Et puis j'avance. Donc, si maintenant, cette relation 3, je remplace D' par C fois delta T', je tombe sur cette expression-là. J'ai tout mis au carré. C au carré fois delta T' au carré égale, c'est tout ce que j'ai de ce côté-là, c'est C carré fois delta T au carré plus V carré fois delta T' au carré. Maintenant, je veux tomber là-dessus. Donc, il faut que j'isole delta T', que je factorise, et que j'isole delta T, et que je les mette l'un et l'autre de chaque côté. Bon, je vois que j'ai delta T' ici, que j'ai delta T' ici, donc je vais essayer de les regrouper. Donc ce terme-là, c'est toujours des maths, hein, ça. Vous n'êtes pas très à l'aise avec ça, mais ce terme-là, je vais le changer de côté, et je vais le faire passer de ce côté. Comme c'est une addition, en changeant de côté d'égalité, ça va devenir une soustraction. Hein, on n'est pas dans le contexte où on bascule des termes qui sont multipliés ou divisés de l'autre côté. Là, c'est additionné. Donc ça va faire du moins. Donc je vais avoir C carré fois delta T' moins V2 fois delta T' carré. Ça, je peux le factoriser. Ça me fait C carré moins V carré fois delta T' au carré. Et il va me rester que ça, de ce côté. On se rapproche. Maintenant, je veux que delta T' de ce côté. Donc, je vais garder déjà delta T' au carré, et puis ce qui est ici, je vais le faire passer de l'autre côté. Sauf que cette fois-ci, j'ai pas une addition comme précédemment, j'ai une multiplication. Donc, en passant de l'autre côté, ça va passer dessous.
Donc je vais me retrouver avec delta t' au carré. Alors non, je l'ai pas fait comme ça, pardon. Bon, je l'ai fait différemment. Alors excusez-moi, mais ça revient au même. De toute façon, on peut réussir à tomber sur nos pieds. Ce que j'ai fait, c'est j'ai isolé delta t dans un premier temps. Donc le c carré qui est ici, je l'ai fait passer dessous là. Donc ça me fait c carré moins v carré sur c carré fois delta t' au carré égale delta t au carré. Alors là, j'ai été un peu vite, mais si je sépare ça en deux fractions, j'ai c carré sur c carré moins v carré sur c carré. Je le détaille là, hein, pour ceux qui sont pas à l'aise en maths. Donc là, ce que j'ai là, ça revient à ça. Hein. Ce que j'ai dans la... Et que tout ça, je le multiplie par delta t' au carré. Et ça, c'est égal à delta t au carré. Bon. Ça fait quoi? Bah ça fait 1. Et si tout ce terme, maintenant que j'obtiens, que je vais mettre d'une autre couleur, pour pas tout mélanger, si c'est tout ce terme-là qui est multiplié par delta t' au carré, je le fais passer ici de ce côté, bah il va diviser cette fois-ci. Et après, j'ai plus qu'à prendre la racine des deux côtés, et je me retrouve avec cette expression. Puisque j'avais les choses qui étaient au carré, quand je prends la racine, bah, tout ce qui était au carré, bah, ça saute, et ce qui n'était pas au carré, bah, je le mets sous une racine. Donc quand je prends la racine de tout ça, bah, je tombe sur cette expression. Alors, tout ça, c'est pour dire que j'ai une différence entre la durée mesurée depuis un observateur fixe et la durée mesurée depuis le référentiel propre, c'est-à-dire l'endroit où s'est déroulé l'événement, la lumière qui a rebondi sur le miroir. Et le facteur rectificatif de ces deux durées, c'est ce qu'on appelle le facteur de Lorentz, c'est ce truc-là qui est dessous. Alors, je sais, c'est un petit peu chaud à comprendre. Bon, vous aurez la vidéo pour revoir la démonstration. Il n'est pas forcément, il n'est pas demandé. C'est rare que ce soit exigé cette démonstration, ou alors elle est un peu plus détaillée, hein, parce que c'était difficile de trouver ça tout seul. Maintenant, il faut savoir l'utiliser. C'est ça qui va être important par la suite. Cette relation, elle bouleverse la notion du temps. Ça a été vraiment quelque chose d'hyper difficile à admettre pour tous les scientifiques. Et c'est encore difficile à admettre pour beaucoup de gens. Elle suggère que l'un des deux observateurs a plus vieilli que l'autre. Lequel et pourquoi? Alors, est-ce que vous pouvez répondre à cette question? J'ai deux observateurs, j'en ai un qui s'appelle mobile, qui est dans le train ou dans l'avion, et l'autre qui est fixe, qui est sur le quai. Quel est celui qui a le plus vieilli d'après vous? Est-ce que quelqu'un peut répondre à cette question? Après l'événement, quel est celui qui a le plus vieilli? Ouais, c'est fixe, bravo. Hein. Alors, c'est connu, mais celui qui a voyagé vite, vieilli, a mesuré une durée plus longue, parce que delta t', on a dit que c'était plus long, donc il a plus vieilli. Alors ça, c'est super étrange. Donc alors on peut le prouver mathématiquement avec cette expression-là. On avait dit précédemment ici, intuitivement, que l'expérience dure plus longtemps pour fixe, puisque la distance parcourue est plus longue et qu'on voyage, la lumière voyage à la même vitesse. Ça veut dire que fixe a chronométré quelque chose de plus long que mobile, donc forcément il a plus vieilli. Ça, c'est ce qu'on peut expliquer simplement. Maintenant, mathématiquement, comment je peux l'expliquer avec cette relation qui est ici? Bah, si on admet que V, la vitesse du train ou de l'avion, elle est forcément inférieure à C, à la vitesse de la lumière, puisque rien ne peut dépasser la vitesse de la lumière. Alors, le dénominateur dans la relation précédente est inférieur à 1. Regardez ici. Si j'admets que V est plus petit que C, alors ça va être un terme qui vaut quelque chose d'inférieur à 1, parce que V est plus petit que C. Donc 1 moins quelque chose d'inférieur à 1, ça fait quelque chose d'inférieur à 1. Donc je vais avoir delta t divisé par un truc d'inférieur à 1, donc delta t' sera plus grand.
Delta T' est toujours plus grand, la durée mesurée pour un observateur fixe est toujours plus grande que la durée dans le référentiel propre. Cela montre que le même événement a duré plus longtemps pour l'observateur terrestre que pour celui placé dans l'avion, donc il a plus vieilli. Alors évidemment, on pourrait faire le calcul à la vitesse d'un TGV, on verrait aucune différence de temps. Ceux qui voyagent en TGV vont pas être plus jeunes que ceux qui sont restés chez eux, parce que ça va jouer sur ça va jouer sur le 12e, le 13e chiffre après la virgule sur le temps. C'est pas du tout perceptible ça. Mais si on se rapproche de vitesses qui sont proches de la vitesse de la lumière, dans ce cas-là, on va avoir des différences de durée qui sont importantes. On va faire des petits calculs dans un instant pour se rendre compte à partir de quand ces effets-là ils peuvent se ressentir. D'après la mécanique de Newton, quelle relation aurait-on pu écrire entre delta t et delta t', d'après Newton, qui disait que le temps est absolu, il est le même quel que soit le référentiel. Il a dit le temps absolu, vrai, mathématiques s'écoule uniformément, donc pour lui, normalement, la durée de fixe, mesurée par fixe avec son chronomètre, ça devait être la même que celui qui était dans le train. Et Newton a prouvé, Einstein a prouvé l'inverse. Donc, est-ce qu'on va oublier la physique newtonienne? Pas vraiment, en fait, dans tout ce qu'on a fait en mécanique pour le déplacement des satellites autour des planètes, ou jeter une balle de tennis, une balle, etc., les trajectoires, tous ces trucs-là, c'est valable encore, puisque ces effets-là, ils vont pas se ressentir. On va essayer de faire des petits calculs ensemble pour voir les effets. On va étudier dans cette partie dans quelle mesure la correction apportée par la relativité modifie le résultat des prévisions par rapport à la physique de Newton. Alors, il y a des petites remarques peut-être. Alors, ça veut dire que les deux personnes... Alors, je vais grandir un petit peu la question. Ça veut dire que les deux personnes qui vivent en haut d'une montagne et au bord de la mer, celui qui est au bord de la mer vieillit plus vite. Alors ça, c'est un autre phénomène, parce que nous, on voit là que la relativité restreinte. Ce que tu veux dire, Thomas, c'est que celui qui est en haut de la montagne, comme par rapport au centre de la Terre, il tourne plus vite, il voyage plus vite que celui qui est... C'est ça, hein. Oui, ça veut dire qu'effectivement, celui qui est au bord de la mer, il va vieillir plus vite que celui qui est au sommet de la montagne. Mais il y a d'autres effets que je dis pas là. Il y a la gravité aussi qui a un effet sur la durée. Vous l'avez peut-être vu dans Interstellar, le film. Et plus la gravité est forte, et plus moins on vieillit vite. Donc ces deux effets-là se compensent. Donc je peux pas affirmer que quelqu'un qui est sur l'Everest, il vieillit moins vite que quelqu'un qui est au bord de la mer, même si ça, de toute façon, ça se mesurerait pas à l'échelle d'une vie. Mais il y aurait un effet contraire qui est la gravité. Et la gravité au sommet de l'Everest, elle est plus faible que celle que j'ai au sommet, au niveau de la mer. Mais là, on rentre dans des concepts qui sont au-delà du programme. On va rester dans juste cette notion de déplacement et la durée qui est pas la même en fonction de la vitesse à laquelle je me déplace. Alors, on va voir les effets dans différents phénomènes en calculant d'abord ce facteur-là et en l'utilisant pour calculer des différences de temps sur une année complète. Quelle serait la différence entre la durée mesurée depuis le quai et la durée mesurée depuis l'objet qui avance? Donc on va avoir différents objets qui avancent, un TGV à 300 km/h, un Airbus à 900 km/h, une fusée à 8000 km/h, un satellite à 1400 km/h, et Apollo 11 à 40 000 km/h. Et puis un proton, c'est-à-dire une particule accélérée dans l'accélérateur de particules à Genève, si tant est qu'on puisse mettre un chronomètre sur le proton, quelle serait sa durée propre, mesurée sur une année, s'il voyage à cette vitesse-là. Alors, voilà un tableau dans lequel on va essayer de calculer le facteur de Lorentz pour chaque cas. Alors, j'ai fait les conversions des km/h en mètres par seconde dans chaque cas, le TGV, l'Airbus, la fusée, le satellite, l'Apollo ou proton accéléré. Et ce qu'on veut, c'est calculer ce facteur-là. Alors, je vais faire le calcul avec vous et avec une calculatrice. On va voir que c'est problématique avec une calculatrice.
Et ensuite, je vais faire le calcul différemment. Donc, je prends une calculatrice type calculatrice scientifique que vous avez vous, et je vais faire ce calcul qui est ici. 1 sur racine de 1 moins V2 sur C2, avec la calculatrice qui est ici. Alors, je vais tout effacer, si je peux tout effacer, tac, tac, non, non, c'est pas ça, annule, voilà. Donc allons-y, je vais calculer ce facteur à 1 sur racine de 1 moins V2 sur C2. Donc je fais 1, divisé par, je vais le faire une fois le calcul, puis après je le réutiliserai en faisant seconde précédent pour faire le calcul des autres. Donc là je fais 1 divisé par, ensuite je prends la racine, alors qui est ici, j'ouvre la parenthèse, et dans cette racine, je vais faire 1 moins V2 sur C2. Donc 1 moins, alors le V2, le V il est en mètres par seconde, donc je vais utiliser 83,3, que j'élève au carré. Et ça, je vais le diviser par la vitesse de la lumière au carré. Cette vitesse de la lumière, je la connais pas par cœur, mais ça commence par 2, 9, 9. Je vais regarder les autres chiffres. Où est-ce qu'elle est notée, la vitesse de la lumière? On l'a quelque part? Bon, non, je vais prendre une expression plus simple. Quoique, non, il faut que je prenne la vraie vitesse de la lumière, parce qu'elle est notée quelque part. Je l'ai pas là, je l'avais avant, je crois, dans la première activité. Voilà, elle est là. Donc 2, 9, 9, 7, 9, 2, 4, 5, 8. Je vais prendre cette valeur-là. Je l'aurais noté qu'une seule fois sur la calculatrice. Hein, de toute façon. Donc c'est 2, 9, 9, 7, 9, 2, 4, 5, 8. Et tout ça au carré. Et après, je ferme la parenthèse. Donc j'élève ça au carré. Puis je ferme la parenthèse qui est sous la racine carrée. Donc voilà tout mon calcul. Pourquoi il est si gros? Bon, c'est pas grave. Je fais entrer. On fait 1. C'est-à-dire que ça fait pas de différence. En fait, ma calculatrice, je sais pas si vous avez déjà fait attention, si vous faites, je sais pas moi, 1 divisé par 3, elle est limitée à 10 chiffres significatifs. C'est-à-dire qu'en fait, là, j'ai 1,0000, et en fait, ça joue sur les chiffres qui sont après le 10e chiffre significatif. Donc ma calculatrice n'arrive pas à voir la différence. Je vais faire ce même calcul, mais avec Excel. On va voir que Excel, lui, connaît beaucoup plus de chiffres significatifs que... C'est une super calculatrice, Excel. Je vais faire le même calcul. Donc là, dans cette case-là, je vais faire égal 1 divisé par racine de 1 moins, et ensuite 83. Alors, le carré, c'est SQR, je crois. Hein. Ou SQRT. Non, je ne connais pas. Moi, je vais faire 83,3 fois 83,3. Non, je vais le mettre au carré. Ah, moins que le chapeau pointu, ils connaissent. Je sais pas. Est-ce qu'ils connaissent ça? Chapeau. Bon, je vais le faire. 83,3 fois 83,3. Le tout divisé par 2, 9, 9, 7. C'était quoi encore un chiffre là? Je les ai là. 2, 9, 9, 7, 9, 2, 4, 5, 8. Fois de nouveau le même chiffre. Donc je le reprends pour éviter de le recopier. Voilà. Donc là je l'ai mis au carré. Hein. Donc, je fais le calcul. Il y a un truc qu'il n'a pas aimé. C'était quoi là? Alors si je veux maintenant là-dessus indiquer plein de chiffres après la virgule. Donc je vais prendre un nombre avec un
Vous voyez, les décimaux, je peux en mettre plein. Hein. Je peux mettre jusqu'à... j'ai 30 chiffres après la virgule. Donc c'est hyper puissant. Hein. Donc là j'aurais besoin que d'aller jusqu'au 14e. Hein. Je vois qu'il y a la différence, elle est au 14e. Donc, quand je vais jusqu'au 14e chiffre après la virgule, je vois que j'ai une petite différence là. Ça joue sur le 14e chiffre après la virgule. Donc c'est vraiment, franchement pas grand comme différence. Donc ça c'est pour le TGV. Ça c'est pour le TGV. Donc ça c'est le facteur de Lorentz. Maintenant, dans un deuxième temps, on va pouvoir calculer la différence que ça aurait, l'influence que ça aurait sur une durée de 1 an, ce facteur-là. Alors je reviens. Voilà. Donc le 4 là intervient sur le 14e chiffre après la virgule. Si je veux voir l'influence que ça a sur une année complète, ce facteur-là, il est entre delta t et delta t'. On l'a ici, ce facteur-là. Donc, c'est delta t' égale à ce facteur fois delta t. C'est ce qu'on avait vu ici. Hein. Delta t' égale 1 sur racine de machin truc fois delta t. Donc, si sur une année complète, en imaginant que c'est la durée propre qui vaut 1 an, quelle sera la durée mesurée depuis le quai? Est-ce qu'elle sera beaucoup plus longue ou pas? En fait, il faut que je multiplie par 1 an, mais en secondes. Alors, je le fais une fois avec Excel, et puis après, vous allez voir que ça va aller vite pour le reste. Donc, si je prends ce facteur-là, je dis égal la case qui est ici fois une année c'est 365 jours, fois 24 heures, fois 60 minutes, fois 60 secondes. Après, ça c'est une année. Alors, si je l'ai multiplié par ce facteur-là, ok. Normalement, une année ordinaire, ah zut, une année ordinaire, ça dure ce calcul. Et une année, mais vue depuis fixe, ça dure ce calcul. Je vois pas de différence ici. Il me faudrait des décimales bien plus loin pour voir un écart. Donc je vais prendre, pareil, je vais aller prendre 14 chiffres après la virgule. Ok. Je vais élargir tout ça. Et je vois que je vais avoir une différence ici, sur ce petit 1 là. Donc si je fais l'écart entre une année normale et une année mesurée depuis fixe, quand je fais la différence entre ces deux valeurs-là, je vais trouver un écart qui est très faible. En fait, je vais le faire là. Je vais faire moins 365 fois 24 fois 60 fois 60. Donc voilà l'écart de durée que j'ai entre l'année d'une personne qui a passé 1 an dans le TGV à voyager à 300 km/h et ce qu'a mesuré quelqu'un qui était sur le quai pendant cette année-là. Il y a un écart de 0,0000001 seconde. En fait, vous ne pouvez même pas le voir sur votre montre, cet écart-là. Il est trop faible. Ça, c'est l'écart durant une année. Donc cet effet n'est pas du tout perceptible pour un TGV. Alors ce travail, il est long pour le premier calcul. Hein. Donc alors je l'ai mis en puissance de 10, j'ai un écart de 1,2 fois 10 puissance moins 6 secondes entre une année depuis le train et une année depuis fixe. Si maintenant je fais le même calcul depuis l'Airbus, je vais pas pouvoir utiliser ma calculatrice encore. Si je réutilise la calculatrice que je fais seconde précédente, je vais retomber sur 1. Hein, en faisant seconde précédent et que je remplace ma valeur de vitesse de 83,3 par 250. Donc si je reviens dans la ligne de calcul ici et que je remplace 83,3 par 250, je vais entrer, là ça va me faire 1 encore. Ma calculatrice n'est pas assez puissante pour voir la différence pour un Airbus.
Excel va l'avoir, lui. Alors, je vais faire tout le reste avec Excel par la suite. Donc maintenant, pour un Airbus. Alors, vous savez qu'Excel, ce qui est commode, c'est que j'ai rentré des formules. Paf, je vais toutes les refaire, ces formules-là, puis je vais changer des valeurs. Ici, c'est pas 83,3, mais c'est 250. Donc ça joue sur un chiffre supplémentaire après la virgule. Mais sur une année, j'ai une différence de 0,00001 seconde. Ça se sent toujours pas. Je continue maintenant avec les autres cas de figure. J'ai la fusée Ariane qui va à 2222,22 mètres par seconde. Donc la fusée Ariane qui va à 2222,2 mètres par seconde, c'est ça? En virgule 22. 2222,22. Il y a un écart qui se ressent maintenant sur une année de 0,0008 secondes, c'est-à-dire 0,8 millisecondes, 0,9 millisecondes à peu près. Ça c'est pour la fusée Ariane. Donc, même quelqu'un qui est dans la fusée, à la vitesse de la fusée Ariane, pendant un an, à la fin sur sa montre, il aura un décalage par rapport à quelqu'un qui est resté sur Terre de 0,0009 secondes. Donc sur une montre, ça se voit même pas. Donc même la fusée Ariane ne relève pas de la mécanique relativiste. Je continue avec un satellite maintenant qui est alors je vais pas tout vous refaire les calculs avec Excel, mais avec un satellite, on a une différence de 2 millisecondes, presque 3 millisecondes sur un an. Donc même une montre le voit pas. Pour Apollo 11, on est à 0,02 secondes d'écart sur un an. Donc 20 millisecondes, 22 millisecondes. Maintenant, si je prends le cas d'un proton accéléré, alors là, ça change tout. Alors je vais faire le calcul. Donc même pour Apollo 11, qui était une mission qui allait très très vite, à 40 000 km par heure, les personnes qui sont rentrées, elles étaient plus jeunes de 0,02 secondes si leur mission avait duré un an, ce qui n'était même pas le cas. Mais si leur mission avait duré un an à cette vitesse-là, elles auraient été plus jeunes de 0,02 secondes par rapport aux personnes qui sont restées sur Terre. Ça se ressent pas. Maintenant, si c'était un proton, ou si on avait une technique permettant d'aller à cette vitesse-là, qui est proche de la vitesse de la lumière, alors si je le fais avec Excel, donc la vitesse ici c'est 299, non, je peux pas la récupérer comme ça. Alors avec la calculatrice, ça aurait marché ce coup-ci. Donc, je vais reprendre mon calcul et je vais le faire à la fin, là, c'est pour le proton. Et donc ici, la vitesse ici, c'est 299,792,455 que je vais recopier et je vais la multiplier par elle-même pour avoir le carré. Voilà. Et je vais entrer. Voilà le résultat que j'obtiens. Hop, je me mets en plein écran. Donc j'ai un facteur qui vaut plus 1, mais qui vaut 7068. Autrement dit, sur une année, si le proton était une personne voyageant à cette vitesse-là, il aurait vieilli 7068 fois moins vite que quelqu'un qui serait resté sur Terre. Donc pendant une année, si lui, le proton, voyage une année, les personnes qui, elles, sont restées sur Terre, elles ont vécu, alors ça c'est en puissance, si je le note en notation scientifique, tac, elles auraient vécu 2 fois 10 puissance 11 secondes de plus. Donc beaucoup plus longtemps. C'est-à-dire 360. Alors on aurait alors là c'est pardon. Alors soit on considère que c'est l'année pour le proton, soit c'est une année sur Terre. Là je l'ai fait une année sur Terre.
C'est-à-dire que sur Terre, l'observateur fixe a mesuré 365 jours. La différence, elle est de 0,1 jour. Non, de 364,9 jours. C'est-à-dire que le proton a vécu 0,1 jour pendant que vous avez vécu 364,9 jours. C'est ça que ça veut dire. Bon, c'est un peu difficile à admettre. Prenons ce chiffre-là. Le proton vieillit 7068 fois moins vite qu'une personne qui reste sur Terre. Alors bien entendu, on ne peut pas faire voyager une personne à cette vitesse-là, on ne sait pas faire. Mais avec une expérience de pensée, Einstein il a imaginé prendre deux jumeaux. Il y en a un qui reste sur Terre, l'autre qui voyage à une vitesse très très rapide comme celle du proton ou autre chose. Quand il revient, il y en a un qui est 7000 fois plus vieux que l'autre. Donc s'il revient au bout de, je sais pas, une heure, pour lui, celle qui est restée sur Terre, elle a attendu 7068 heures son retour. Je sais, c'est bizarre tout ça. Hein. Exploiter les valeurs obtenues pour déterminer parmi les situations évoquées celles qui appartiennent au champ de validité de la physique de Newton et celles qui ne sont correctement interprétées que par la physique d'Einstein. Bon, tout ce qui est là, jusqu'à, allez, alors tout est une question de précision, mais jusqu'au satellite ici, où à 2 millisecondes, 3 millisecondes, ça commence à avoir une petite influence peut-être, mais sinon pour le TGV, Airbus, fusée, ça se ressent pas. Donc, mais pour des gens comme nous qui ont avec notre précision, il n'y a que le proton pour lequel ça se ressent véritablement. L'influence du facteur, elle est faible pour toutes les autres situations. Bon, j'espère que j'ai pas perdu tout le monde parce que ce sont des chapitres qui sont pas simples. On va refaire une séance demain où je vais faire le cours avec une application concrète des effets relativistes parce que là, c'est des expériences de pensée. Une expérience de pensée où quelqu'un voyage très très vite, etc. On le fait pas, on ne sait pas faire. La fusée Ariane, si, on sait faire, mais on voit que ça n'a pas d'effet. Mais il existe des cas inexplicables autrement que par la relativité, des observations inexplicables autrement que par la relativité qu'on va voir demain, et qu'on peut, en utilisant ces calculs, qu'on peut interpréter. Donc demain, je vous propose qu'on se revoie à 15h30 pour finir ce chapitre là sur la relativité avec quelques petits exos d'application. Donc je vous transmettrai juste une activité et le cours et on fera ça ensemble demain à 15h30. Bon voilà, je vous laisse et puis de toute façon jeudi il n'y aura pas de cours parce que c'est l'ascension. Bon, et bonne soirée, je vous envoie tout ça tout de suite par mail. Au revoir.